Bonsoir. Jean-Louis Billon semble de retour sur le devant de la scène politique. L'ancien ministre et cadre du PDCI-ADA a récemment annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 2025. Ira-t-il jusqu'au bout de ses intentions? En tout cas, c'est ce dont on parlera dans notre petit débat. Et ce soir, il sera question des enjeux et des retombées de la modernisation de notre administration ivoirienne, bien sûr. Pour en parler, nous serons en compagnie du docteur Brice Kwasi. Il est secrétaire d'État chargé de la modernisation de l'administration. Analyse pertinente et débat constructif. Ce qu'il faut retenir de l'actualité dans notre pays, c'est dans le Live Talk. Bienvenue. Oyez, oyez, bien bonsoir à vous. Tous les soirs, c'est marqué du sceau de votre fidélité et de votre présence à nos côtés que nous sommes présents nous-mêmes pour vous proposer ces rendez-vous-là que nous préparons avec beaucoup d'amour. À nos côtés ce soir, il y a Monsieur Alain Toussaint. Bonsoir, comment ça va? Bonsoir Brice, très bien vous-même? Merci, très bien, merci. Bonsoir Élisée Boloubeux. Bonsoir Brice. Et comme je le dis, je ne sais pas, on parle de galanterie, mais moi je dis le meilleur pour la fin. Madame Bleu, comment allez-vous? Tu as toujours les mots qui savent me toucher. Bonsoir Brice. C'est vrai, mais vous le méritez tellement. Bonsoir à mes collègues chroniqueurs. Bonsoir. Bonsoir Brou et Edith Brou, Madame Bleu. Tu t'es rattrapé. Voisine de notre invité d'hier. Petite anecdote. Exactement. Notre invité a dit Madame Brou, elle dit Madame Bleu. Très bien. Et pour la suite, pour éviter toute forme d'équivoque, il a dit voisine. Ma voisine. C'était réglé. Notre invité hier, pour petit rappel, était le docteur Boga-Sako Gervais. Ce soir, donc, vous l'avez su, notre invité nous fera l'honneur de sa présence sur notre plateau. Tout de suite, notre petit débat, après ceci. Jean-Louis Billon is back, l'ex-ministre du Commerce et secrétaire exécutif en charge de la communication et de la propagande du PDCI-RDA multiplie depuis quelques jours ses apparitions, en tout cas dans les médias. Il a même déclaré sa candidature à la présidentielle de 2025. Après, il y a eu d'autres événements dont on parlera au cours de ces débats. Donc déjà, messieurs, Jean-Louis Billon, on parle un tout petit peu de cette déclaration de candidature qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, qui a même nécessité des excuses. Ben, on se demande si c'est vraiment les excuses pour la candidature ou si c'est des excuses pour la manière dont la candidature a été annoncée. Ben, à lire un peu les propos de M. Jean-Louis Billon, selon ce qui ressort, on pourrait lire quelques passages, mais selon ce qui ressort, en fait, les excuses ont été plutôt pour la manière dont les choses ont été faites, mais non pas pour le fait qu'il souhaite être candidat. Parce que dans ses propos, qui paraissent bien ici, qui paraissent très bien dans la presse ici, il dit bien évidemment qu'il y tient à la candidature de 2025 et qu'il sera même accompagné par le PDCI pour les élections de 2025. Donc, c'est dit que les excuses, si éventuellement il y a eu, parce que aussi il dit qu'il a présenté des excuses, mais plutôt, il a présenté des excuses parce que des gens ont voulu l'opposer au président Bédié. Donc, il s'est rendu chez le président Bédié pour clarifier la situation, lui présenter des excuses, mais pour ce qui est de sa candidature, elle reste d'actualité. En tout cas, c'est ce qui ressort de ses propos ici. Alain Toussaint et Edith Bleu, est-ce qu'on n'est pas habitué, permettez-moi une expression que j'ai apprise au Burkina Faso, au vrai faux départ du Moro Naba? De temps en temps... La précipitation? Non, c'est du Jean-Louis Billon qu'on voit dans une certaine pole position, et puis à un moment donné... Tu fais du rétro-pédalage? Oui. C'est possible, parce qu'on a vu... C'est peut-être ça qui ne rassure pas les gens. On a vu en 2020 qu'il avait présenté sa candidature. Bon, en tout cas, c'est ce qu'il avait dit dans une interview. Il avait présenté sa candidature, mais il ne l'avait pas retirée. Et là, bon, on constate qu'il l'a fait. Et je pense qu'il l'a fait également à la faveur des propos de la proposition de loi aussi. C'est comment il s'appelle? Monsieur Assalé Timoko. Donc il a fait également cette annonce, également pour dire qu'il appuyait, il soutenait également le fait que cette proposition de loi pourrait permettre de faire partir les trois grands que l'on connaît. Bon, après, rétropédalage, c'est vrai qu'on a vécu en 2020. Peut-être que c'est possible. Hein. Oui. Alors moi, je pense qu'on dit souvent que les enfants courent vite, mais ils ne savent pas se cacher. Je vois Élisée qui est... Voilà. Et... La souris. La nouvelle génération. La nouvelle génération. Allez-y, Alain. Voilà, et on peut? Allez-y, allez. Bon. D'accord.
Je pense qu'il a tiré un peu trop tôt. En fait, 2025, c'est encore loin. Et c'est en quelque sorte un rappel à l'ordre qu'il a dû subir de la part du président Bédié. Parce que dans tous les cas, s'il y a une candidature du PDCI, je suppose qu'elle sera déterminée à l'issue de primaires ou d'un choix qui sera l'objet de consensus voilà, du parti. Donc, il exprime une volonté, un souhait, un désir de candidature. Maintenant, il appartient aux militants du PDCI de se prononcer. Mais je pense qu'il a dû se faire tirer les oreilles par le président Bédié. Et puis après, ce qu'il faut comprendre également, c'est que, OK, il a fait cette annonce sur la place publique, il a déclaré sa candidature, mais comment il peut le faire, sachant qu'il est dans un parti où il a un poste de propagande et de communication, sans informer le président du parti en question. Moi, Brice, demain, je vais au PDCI, je viens de rentrer au PDCI. Voilà, c'est la première démarche. Mais il a le droit d'exprimer une volonté. C'est d'ailleurs mais il connaît il est dans une organisation, il connaît les mécanismes. Oui, mais il peut exprimer une ambition sans avoir à passer absolument devant les instances du parti. Maintenant, le choix définitif du parti se fait à l'issue de conventions ou de congrès extraordinaires. Alors, la visite au président Bédié, qu'est-ce qu'elle représentait? C'était une clarification, c'était des précisions, il venait dire, parce que je crois que dans les propos, on a noté, des gens ont voulu nous mettre en... Donc il y avait un besoin de préciser quelque chose au président Bédié. Bon, je pense en même temps que personne ne l'a forcé à aller faire ses déclarations. Absolument. Voilà, et quand on est homme public, on est porteur d'une parole. Et dès lors qu'on la déclame sur la place publique, dans les médias, l'Internet, la télévision, la radio, il faut s'attendre à ce que ces propos soient librement commentés, voire même interprétés parfois par ses propres partisans. Et sans doute que le président Bédié y a vu à la fois une tentative de velléité, enfin d'indépendance, et d'autre part aussi la volonté de candidature. Or, lui, en tant que président du PDCI, il estime certainement qu'il est le seul déjà à pouvoir déterminer le choix au sein de ce parti. Est-ce que cette visite-là n'est pas un tout petit peu folklorique? Mais c'est d'être un peu la routine aussi, je veux dire. Parce que pour dire, si on a besoin de lui dire, j'ai pas compris ce que tu as envie de dire, je suis pas content, j'ai pas besoin qu'il y ait une visite pour aller présenter. Ça se fait au téléphone, ça se fait, ils se rencontrent. Non, mais je pense qu'il y a quand même le respect qu'il doit au président de son parti. Et puis, au vu des relations qu'ils ont depuis de nombreuses années, je pense qu'une visite de ce genre était certainement nécessaire pour clarifier la situation. Parce que si on prend entre les deux ou pour les autres? Parce que j'ai l'impression que c'était vraiment pour faire taire la rumeur aussi. Non, d'abord pour le rassurer, parce qu'à l'évidence, il s'agit quand même d'un acte manqué. C'est-à-dire peut-être une parole qui n'a pas été suffisamment contrôlée avant d'être dite. Ou peut-être une parole qui a été mal interprétée aussi. Non, c'était clair, il n'y avait pas d'équivoque. Il veut être candidat. Il n'y a pas de candidat, c'est clair. Mais je prends par exemple certains de ses propos. On ne peut pas faire son temps, faire le temps de ses enfants, et faire le temps de ses arrière-petits-enfants. Je rajoute, une nouvelle génération arrive, il est temps que cette nouvelle génération prenne cette responsabilité. Moi, je voudrais réagir, je voudrais réagir un peu sur tout ça, surtout quand je prends le passage où il dit ces derniers temps, l'actualité a essayé de nous opposer, et je suis venu dire au président Bédié qu'il n'en était rien du tout, et que si certains propos que j'avais tenus ont pu le heurter à cause de certaines interprétations qui ont été faites, cela n'était pas mon intention. C'est pour ça que je dis pas d'interprétation. Non, mais là, je trouve que c'est propos. Excusez-moi, je n'irai pas jusqu'à parler, excusez-moi du terme, je n'irai peut-être pas jusqu'à parler d'irresponsabilité, mais pour moi, c'est un faux fuyant que de dire que l'actualité a essayé de les opposer. L'actualité ne s'invente pas, ça ne se crée pas. Mais c'est lui qui l'a fait. Tu as tenu des propos. Il a tenu des propos qui ont été relayés. À aucun moment, il n'a contesté ses propos. Je pense qu'il s'est rendu, à un moment, il s'est rendu compte qu'il y était allé sans la manière. Donc, sur cette base-là, il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte à reconnaître qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait et revenir. Mais on ne peut pas aujourd'hui tenir pour responsable l'actualité comme si des gens avaient inventé des choses qu'on n'avait pas faites. Peut-être qu'ils ont inventé l'interprétation. Non, il n'y a eu aucune interprétation. On a juste mis ses propos. Ce qu'il a dit, ce que Edith vient de dire, ce n'est pas des propos inventés, c'est ce qu'il a dit. C'est son point de vue. Il n'y a pas de manière pour annoncer une candidature à la présidentielle. Il dit qu'il veut être candidat. Maintenant, l'autre étape, c'est de passer devant les instances de son parti. Voilà, je pense qu'il s'est sans doute rendu compte d'un dérapage incontrôlé et qu'il est allé, comme le Ferret lui-même, il a dit, il y a un fils à l'égard d'un père, il est allé à Daoukro ou... Non, c'est ici à Abidjan qu'il a rencontré. Non, mais Alain, si tu parles de dérapage, si tu conviens ou que tu acceptes qu'il y a eu un dérapage, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Il y a le fond et la forme. Voilà, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Il y a la question maintenant, pour la question de est-ce qu'on n'a pas besoin de forme ou bien de méthode pour dire qu'on veut être candidat? Non,
structure politique à sa manière. Non, ce sont de les fonctionner. éléments, Et puis, en plus, les éléments voilà. de langage qu'il utilise après. Maintenant, quand tu dis qu'il y a eu, comment on appelle ça, il y a eu un dérapage, c'est-à-dire qu'il y a eu certainement quelque chose qui n'a pas marché. Le Donc, on dérapage- suppose que sur cette base-là, Non. qu'il décide maintenant de rattraper les Le choses. dérapage, Alain c'est lorsqu'il dit on ne peut pas avoir fait son temps, celui de ses enfants, des Non, pour moi, ce n'est pas un petits-enfants, dérapage. etc. Pour moi, c'est quand même clairement indexé les aînés. Et au-delà même du président Bédié, c'est aussi un clin d'œil qui est fait aux autres. Voilà. Donc, et effectivement, ce sont des paroles qui sont censées, mais peut-être que ce n'était pas à lui de. Non, de Mais dire allez, de le penser. dérapage se trouve où? Oui, Le à mon dérapage, sens, est-ce que c'est pas un qu'il dérapage, dit Madame Bleu, oui, Madame oui. Bleu, allez. À mon sens, ce n'est pas un Je reviens à dérapage. vous, tout à l'heure. Il a annoncé sa candidature. Il a Oui, ça, fait... c'est une bonne Oui, chose. c'est une bonne chose. Il a annoncé sa candidature bien plus tôt que les autres. Et il a utilisé un angle pour pouvoir justifier et surtout motiver peut-être l'opinion publique en parlant de l'âge des candidats, Oui, mais en ça, parlant c'est de pas- nouvelles générations. Ça, c'est pas un critère. Donc voilà, parce c'est qu'on non, peut c'est pas un être jeune, dérapage. avoir des vieilles C'est idées. juste un angle. Oui, C'est mais pas un dérapage. on ne peut pas faire son temps, faire le temps de son fils, faire le temps de son arrière-petit-fils. c'est C'est ça, une c'est juste réalité. un nom qu'il a utilisé. Est-ce qu'on peut faire son temps, faire le temps de son fils et faire le temps de son fils? C'est une factuel. réalité, c'est C'est une factuel, c'est réalité. quelque chose qui est juste. Oui, mais à maintenant, Maintenant, s'il regrette son acte, c'est autre chose. Voilà, c'est-à-dire que de façon, soyons raisonnables. Est-ce que ce qu'il dit là, c'est pas normal? Le fait qu'il dise qu'on ne peut pas faire son temps et le temps de son fils et le temps de son arrière-petit-fils, c'est une réalité. Mais moi, j'ai une question pour vous. Maintenant, c'est l'interprétation qui en est faite qui Qui suscite. vous dit que c'est cette phrase-là qui aurait heurté le président Bédié? J'ai pas dit que c'est cette phrase. Hein. Voilà, donc non, c'est pas ce que je je veux dis. pas J'ai que dit- vous arrêtiez Non, là-dessus. c'est l'une des phrases, c'est l'une des la- nombreuses phrases qu'il la a plupart de dites ses propos qui sont ont fait sur ça. l'actualité dont il dit ici que cette actualité-là l'a opposé au président Bédié. Mais C'est ce que je suis en train de peut-être dire. que, moi, comme vous partez dans la spéculation, peut-être que c'est l'annonce de sa candidature qui Oui, n'a qui pas a été choqué. faite. Mais c'est ce que j'allais dire, c'est Voilà. que le président Bédié a pu voir une forme d'indiscipline. Pour dire, Au il moment annonce une où il candidature essaie sans quand qu'on en même- avoir parlé. Voilà, exactement. Mais c'est pourquoi j'ai dit que tout à l'heure quand j'ai parlé de forme, j'ai dit que le fait la manière dont il a fait certainement qui était à la base de tout ce qu'on voit, c'est ce que je dis. Donc vous me rejoignez en fait Mais quand en vous dites que réalité. c'est factuel de dire on ne peut pas faire le temps de ses enfants, de ses arrière-petits-enfants et même son temps, C'est quand même assez violent. Bon, c'est ce que je Non, suis en train de c'est- dire. c'est violent. C'est ce que je suis en train de violent, dire. c'est Je dis, juste un nom qu'il a utilisé. l'interprétation qui en est fait dans le contexte peut paraître violent. Mais ça n'enlève rien au fait que cette phrase est une phrase qui est factuelle. C'est tout, Parce c'est que factuel. personne Moi, ne je te peut faire rejoins, son c'est temps, factuel. le temps de son fils et le temps de son oui, arrière-petit-fils. mais c'est ça, lui. donc ça ne peut pas être ça qui peut être choquant, qui a pu heurter le président Bédié. Non, il y a eu l'annonce de la candidature, mais la candidature a été suivie de plusieurs propos, parmi lesquels il faut laisser la place à la nouvelle génération. Ça, c'est comme C'est un l'a dit Madame ensemble Bleu. d'éléments de Exactement. langage Oui, mais ça, que donnait l'opposition générale, pardon, pas l'opposition, mais que donnait le pouvoir qui était opposé à l'opposition, comme s'il m'exprimer ici. Donc on se dit qu'on emprunte un élément de langage qui appartient à l'adversaire. Alain Donc, Élysée. on peut se Et sentir on est heurté. en Élysée. Alain politique en Toussaint. plus. Ce On ne est en sont pas politique. forcément des éléments pertinents. L'âge, la génération. Bon, Mais c'est son Je angle. partage entièrement On parle ton pas point. de Oui, pertinence, à un moment donné c'est aussi, son angle, il faut arrêter. l'attaque. Parce que moi, je connais des jeunes qui ont des vieilles idées, et puis des vieux, qui sont des gens qui vivent avec leur temps, qui sont dans une dynamique de transformation de la société. Alain, nous ne sommes pas en train quelque part, d'épouser- il faut arrêter. Nous ne sommes pas en train Non, mais Élysée, d'épouser. laissez terminer. La démarche de M. Billon, apparemment, ne s'inscrivait pas pleinement dans l'agenda du PDCI. Et c'est certainement pour cela qu'il a fait l'objet de convocation de la part du président Bédié. Mais Brice, il Voilà, convient- président, Brice- non, mais oui. Brice- mais Alors- Brice, il convient de préciser. Non, je voudrais qu'on précise quelque chose. Parce qu'il ne faut pas que les propos d'Alain laissent croire ou bien laissent interpréter des choses qui ne sont pas vraies. On n'a pas dit ici que nous sommes. Ou bien nous attribuons voilà, les propos. Quant à la question d'âge, c'est pas ce qu'on a dit ici. Mais si On n'a vous pas voulez dit ça. renverser la table, Non, 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 c'est pas, Élysée, non, non, c'est pas ce qu'on a dit ici. vous, Ne nous on a prêtez pas dit, des on est, propos qui ne nous sont pas ne les sommes, nôtres. non, on ne Merci. prête pas des propos. Nous sommes Merci. en train de dire ce que M. Billon a dit. Quand on dit ce que M. Billon a dit, on s'arrête là. Oui, Est-ce mais qu'il a vous dit ou il opposez l'a les pas dit? générations. Non, Vous non, opposez non, on les n'a jamais opposé générations. non, non. Vous parlez de. Est-ce que tout à l'heure, Non, ici, à un on a moment parlé donné, de faut opposer les arrêter, c'est une générations? imposture, Bon, cette alors, affaire non, de je jeunes. vais vous calmer tous les deux, messieurs, Je veux Madame revenir Bleu. à sa candidature, au fait que, comme tu l'as dit, il s'est certainement empressé, sans consulter son père, mentor, dites-le. son père, Oui. qu'il a même, sur le plateau, on l'avait reçu en 2020, donc lorsqu'il se présentait, qu'il a même qualifié voilà, d'éléphant, qu'il fallait soutenir et tout ça. Donc, il s'est rendu compte que peut-être qu'il était allé trop vite, peut-être en besogne. Il fallait revenir présenter les faits et surtout recadrer la situation au vu de ce qui a été dit dans les médias et des propos que lui-même il a tenus et des interprétations qu'il y a eu autour. Maintenant, derrière moi, la question que je me pose, c'est que cette candidature, elle a annoncé, comment l'a pris
comment le président Bédié l'a accueilli? Comment il Mais a... en tout cas, très mal. La preuve en est qu'il est allé présenter ses excuses. Non, mais il répond à ta question. Hein, il répond à ta question ici. Quand il dit j'ai demandé au président Bédié, non, il dit ici, la loyauté que j'ai envers le parti et envers le premier ministre souffre d'aucune ambiguïté. Il s'agit de faire gagner le PDC en 2025 et je m'y prépare. Et ça se fera forcément avec son soutien et avec celui du PDCI. Donc, il donne la réponse. Ça vous dit que sa volonté ou son ambition d'être candidat est toujours d'actualité. Et qu'il ne changera pas d'avis d'ici 2 ans, 3 ans, au vu des relations qu'il a avec le président. Il va même plus non plus que le PDCI va cautionner ça. C'est-à-dire le PDCI va supporter ça. Donc, on peut donc se dire que peut-être Bédié même lui a déjà fait des confidences pour lui dire que pour mon petit, en tout cas, tu seras le cheval pour nous en 2025. Peut-être que son choix s'est porté sur lui. On peut interpréter ça comme ça aussi. Ça, ce sont des spéculations. Oui, c'est des spéculations. Ça, je suis d'avis. C'est des spéculations. Ce qui est factuel, c'est que le ministre Jean-Louis Billon annonce sa candidature et après, il retourne voir le président Bédié pour préciser, le rassurer. Pour préciser. Préciser sa pensée qui aurait peut-être été Non, pas peut-être, tordue par l'actualité. Voilà. Qui aurait été tordue par l'actualité. Cette actualité qui a tenté ou qui a essayé de les opposer. Donc, il se rend auprès du président Bédié à Abidjan, sa résidence, pour lui dire l'actualité veut nous opposer, mais en vrai, je vais me présenter. Voilà. En même temps, bon, c'est vrai que là, on a essayé d'avoir des propos un peu analytiques, mais quand on va au-delà des propos de M. Billon, de ce qui s'est passé, ça donne quand même aussi une idée de ce que sont nos partis politiques en Côte d'Ivoire, voire même en Afrique. Il n'y a forcément pas de place pour la démocratie. Parce que dans un parti politique normal, on peut exprimer une volonté, des ambitions, sans devoir aller présenter des excuses au chef du parti. Respecter les générations. Voilà, je dis au-delà de tout ce qu'on a dit. Le fond, oui, mais la culture n'est pas incompatible avec la démocratie. Elle ne se conjugue pas forcément mal avec la démocratie. Il faut accepter la règle du jeu. Quel que soit l'âge des militants, ils ont le droit d'exprimer des ambitions. Voilà, parce que le fait d'être convoqué, moi j'ai été convoqué par le président Bédié pour s'expliquer sur des propos qu'il a tenus, propos relatifs à ses ambitions présidentielles, pose quand même problème. Dans ce cas, les propos qu'il a tenus, tu avais dit qu'ils étaient trop déplacés ou trop forts. Finalement, ce n'est pas trop fort. C'est une opinion qu'il exprimait. Donc, oui, mais le problème, c'est que nos partis politiques ne sont pas toujours l'expression de la démocratie, malheureusement. Je crois on l'a vu avec le FPI, on l'a vu avec le RHDP et d'autres partis, où chaque fois qu'une tête sort, il faut tout de suite la faire entrer. Ce qu'il faut retenir, c'est que M. Billon sera candidat en 2025. Est-ce qu'il tiendra juste les 4 années? Il reste encore... Non, mais M. Billon l'a dit dans sa phrase. En tout cas, si on doit s'en tenir à ce que M. Billon a dit ici, M. Billon est candidat pour 2025 et il a même la caution du PDCI. Si on doit s'en tenir à ce qu'il a dit ici. Voilà. Il sort d'une rencontre. Le président Bédié est content. Voilà, il faut qu'on précise qu'il sort d'une rencontre avec le président Bédié et il confirme qu'il est candidat en 2025 et que le PDCI va l'accompagner. On est à 4 ans exactement. On est à 4 ans exactement. Et beaucoup de choses peuvent se passer en 4 ans. Bien sûr. 4 ans, c'est quand même long. Bon, d'ici 4 ans, pour l'heure, aujourd'hui, 29 septembre, M. Billon est candidat pour 2025 et le PDCI va l'accompagner. Et on attend peut-être aussi d'autres candidatures au sein du PDCI. Pourquoi pas? Parce qu'on avait eu des candidatures. Non, mais ce sur quoi je ne suis pas d'accord, c'est quand vous dites le PDCI va l'accompagner. Mais il a dit ça ici. Il dit qu'il est sorti de la rencontre avec le président Bédié, qu'il a compris et le président Bédié est content. Et je m'y prépare et ça se fera forcément avec son soutien et avec celui du PDCI. C'est un souhait. Forcément. Ça se fera. Forcément. Oui, mais c'est un souhait. Voilà. C'est un vœu. Le PDCI va l'accompagner. C'est ce que moi on je retient qu'il est candidat. Et que le PDCI va l'accompagner. Que le PDCI va l'accompagner. Enfin, candidat à la candidature. Candidat à la candidature. En attendant la convention du parti candidat à la candidature. Qui désignera son candidat. Peut-être qu'on verra le président Bédié se présenter. En tout cas, les prochains jours, les prochains mois ou peut-être les prochaines années, nous situerons. Ce sera tout pour notre débat pour aujourd'hui. On passe tout de suite à notre Lu entendu. Un lu entendu relatif à une note de l'opérateur téléphonique MTN Côte d'Ivoire, relative donc cette note aux nouvelles conditions d'accès à ces locaux. La direction de MTN Côte d'Ivoire tient à vous informer qu'en raison de la mise en œuvre de sa politique de lutte contre la pandémie à coronavirus Covid-19, l'accès à ces locaux se fera sur présentation d'un carnet de vaccination à la Covid-19 ou d'un test PCR négatif datant de 72 heures au plus à compter du lundi 27 septembre 2021. Nos équipes de la sécurité veilleront au strict respect de cette mesure, sachant pouvoir compter sur votre bonne collaboration. Merci d'agréer, madame, monsieur, l'expression de notre
cordiales salutations. Il s'est signé du senior manager Bamba Moriba. Voilà. Déjà, ce qui est important de noter, c'est que c'est une note interne. Ce n'est pas, elle s'est retrouvée sur les réseaux sociaux, elle n'était pas à destination du grand public. Mais c'est l'époque qui veut qu'elle se retrouve sur la place publique. Et donc, Et il y a eu beaucoup d'interprétations voilà, liées à cette note. On a même vu la page, sur la page de Hayek Hassan de BPS qui a même fait une précision pour dire que ce communiqué, qui est une note interne, ne concerne... Qui n'est pas un communiqué. Voilà, qui n'est pas un communiqué. C'est une note à l'attention des prestataires et des partenaires, des fournisseurs, qu'elle ne concerne que les bureaux. Donc, alors de façon très claire, en tant qu'usager, aujourd'hui, je vais aller acheter une puce dans une agence MTN, je ne suis pas soumis à cette note. Absolument non. Pas. Voilà, je n'ai pas obligation. Absolument pas, oui. Ça ne concerne pas les agences. Voilà. Donc, fournisseur, partenaire, Madame Bleu, si par exemple, vous avez avec MTN un contrat de fourniture de bureau, donc quand vous allez vous rendre dans les locaux, donc le siège du MTN ou en tout cas dans leur bureau, qui ne sont pas forcément les agences, vous avez besoin de présenter un test PCR de moins de 72 heures. C'est ce que semble présenter la note. Moi, c'est vrai qu'il y a eu des précisions, mais moi, je dis que cette situation, surtout après la publication de la note et tout ce que cela a valu comme levée de bouclier sur les réseaux sociaux, je pense que ça pose un problème. La nécessité de clarifier au maximum les communiqués. Sauf d'autant plus que personne ne sait où un communiqué peut se retrouver aujourd'hui. Avec la flambée. Permets-moi, Brice, s'il te plaît. Même avant l'arrivée des réseaux sociaux, on le voit chez les vendeuses de galettes et de beaux flotants, on voit plein de papiers administratifs qui sont utilisés pour contenir des aliments. Donc, ce n'est pas avec l'aide des réseaux sociaux qu'on va pas voir ce qu'on a noté, Élisée, vous avez dit tout à l'heure, il y a une nécessité de clarification des propos lorsqu'on s'adresse... Mais bon, donc je tenais juste à préciser que ce n'est pas un communiqué. Ok, d'accord, peu importe. Même si c'est une note de service en interne. Voilà, mais c'est une note de service en interne. C'est comme si aujourd'hui une note de service à Live TV en interne. Non, mais c'est destiné aux partenaires. Donc, sa vocation à sortir bien sûr, puisque ça prend en compte les fournisseurs, c'est adressé aux fournisseurs et aux prestataires. Donc, c'est des gens qui ne sont pas forcément à l'intérieur de la boîte. Donc, c'est des notes qui vont forcément sortir. Donc, je dis, il est nécessaire de préciser la preuve. Quand ça a commencé à susciter toute cette levée de bouclier, MTN a dû réagir derrière pour envoyer des précisions. Mais on aurait pu se passer de tout ce commentaire qu'on a vu si la note avait été assez précise. Donc, c'est important qu'on puisse vraiment donner, même si c'est une note en interne, mais qu'elle soit le plus précis possible. Non, Élisée, c'est marqué à l'attention de nos Mais moi, je ne sais pas, quand vous dites que tu as besoin d'être précisé, je cherche à savoir quel genre de précision. Ça a été précisé. Maintenant, mais quand tu dis à l'attention de nos, quand tu dis à l'attention de nos aimants partenaires, comment tu comprends ça? Non, mais bon, quand on parle de partenaire, on n'a pas mentionné client. Donc déjà, il y a une précision qui est faite. Le partenaire, tout le monde se retrouve dans les partenaires. Tout le monde peut considérer se retrouver dans les partenaires. Moi, en tant que client, je ne me retrouve pas en tant que partenaire. C'est ce que toi tu penses. C'est ce que le citoyen lambda pense. Allons au fond des choses. Au-delà des destinataires ou du public cible de ce communiqué, c'est la volonté d'une compagnie de participer à l'effort de guerre contre le coronavirus. Et je pense que tout comme elle peut agir, cette compagnie, comme d'autres, dans le social, elle intervient, elle, d'abord pour sensibiliser ses partenaires sur la nécessité de se faire vacciner ou de prendre des dispositions. Et puis, ce que j'observe, c'est que MTN, c'est quand même un peu plus de 650 employés. Donc, ce sont autant de familles qui pourraient être protégées. Et j'imagine que quand on oublie les partenaires, il y a aussi les collaborateurs, les salariés qui doivent être, je pense, vaccinés ou en tout cas... Pas demander aux partenaires de se vacciner pendant que vos employés même ne le sont pas. Non, bien sûr. Voilà. Donc, je veux dire, c'est la dynamique. Et il y a aussi un autre opérateur comme Orange également, 1500 employés, donc autant de familles également qui sont protégées. Et il est important que les entreprises privées, comme elles l'ont fait au début, l'année dernière, prennent le relais de l'État pour sensibiliser à la fois leurs salariés et leurs partenaires. Alors, je tiens à préciser qu'on a parlé tout à l'heure, et moi, tout à l'heure, je me suis retrouvé à le dire, vacciner, il y a une alternative. Ou présenter un test PCR de moins de 72 heures. Pour des gens qui ne veulent pas se vacciner, c'est leur droit. Ils peuvent se rendre toujours dans une agence, dans un bureau ou dans les locaux de MTN.
mais en présentant... Mais cela coûte de l'argent. Je veux dire, bon... vous ne voulez pas faire vacciner, c'est Non, votre oui, droit. si tu ne pas fait, te Oui, faire vacciner, oui, tu vas devoir faire un oui. test PCR chaque 2 ou Mais 3 je veux jours. dire, le bon point eût été, par exemple, que MTN dise qu'elle prend en charge la vaccination d'un certain nombre de personnes, la tout comme les vaccination autres est gratuite. opérateurs. D'abord, la vaccination est gratuite. Non, Oui. non, elle n'est pas gratuite. Les doses coûtent de l'argent. Et aujourd'hui, elles sont rares. Non, Vous voyez. la vaccination en Oui. ce moment, Se faire vacciner est gratuit, Oui, est mais gratuit. il faut quand même acquérir aussi les vaccins. Mais Donc, c'est le travail du ministère. Du ministère, c'est l'État, c'est pas... oui, ministère de la mais Santé. c'est aussi le rôle des entreprises privées de contribuer à la lutte contre le corona, comme elles l'ont fait déjà en donnant des masques il y a quelque temps, du savon et plein de choses. Maintenant, on parle des vaccins qui coûtent excessivement cher et l'État ne peut pas être seul à mener ce combat contre le corona. Donc, c'est bien de produire, de communiquer pour les partenaires, pour les salariés et autres, mais il faut que ces entreprises qui disposent de fondations, qui ont beaucoup d'argent, parce qu'elles gagnent là, c'est beaucoup un d'argent. plaidoyer maintenant. Non, mais je le oui. dis parce que ce sont des entreprises qui gagnent beaucoup d'argent. Il faudrait aussi que ces entreprises accompagnent l'État dans cet effort de guerre contre le corona. Et pour rejoindre ce que tu disais en parlant du fait que les entreprises allaient accompagner de plus en plus l'effort de guerre, on en parlait ici sur ce plateau et je disais qu'il fallait s'attendre à ce que certaines entreprises privées, en tout cas les multinationales, décident en interne de protéger leurs employés, donc qu'elles accompagnent l'effort de guerre donc, contre la Covid et qu'elles peut-être se lanceraient dans ce genre de mesures pour inciter leurs agents à se faire vacciner et protéger par exemple leurs locaux. Donc le masque, ça fait partie des mesures barrières, mais pour aller plus loin, la vaccination ou l'exigence d'un test PCR négatif serait nécessaire parce que des entreprises privées ont le droit de pouvoir également l'exiger. Et puis cela fait partie aussi du RSE, la responsabilité civile. Donc, ils ne sont pas seulement environnementales, maintenant sanitaires et autres. Donc je pense que c'est vraiment dans l'ordre des choses. D'accord. En tout cas, les clients qui vont se rendre dans les agences MTN ou d'autres compagnies ont besoin, dans un premier temps... Je regarde Élysée. Élysée, ben oui, mais évidemment, vous respectez les mesures barrières, donc il n'y a pas de problème. Élysée, le syndicalisme, on ne le fait pas tout le temps. Nous sommes à mi-parcours de notre rendez-vous. On va marquer une pause et retrouver notre invité juste derrière la pause. À tout de suite. Le Live Talk se poursuit sur Live TV. Merci d'être en notre compagnie. Nous recevons à présent notre invité. Ce soir, sur le plateau du Talk, notre invité est le docteur Brice Kwasi. Il est secrétaire d'État chargé de la modernisation de l'administration. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Merci d'être en notre compagnie. Merci. Alain Toussaint, Élisée Bologbeu, Edith Broubleu. Alain, c'est à vous. Monsieur le ministre, bonsoir, bienvenue. Alors, modernisation, cela suppose un nouvel État par rapport à un ancien. Pourquoi modernisation de l'administration? Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui va changer? Merci. Je voudrais vous remercier déjà pour cette question qui va permettre de planter véritablement les véritables paradigmes en ce qui concerne la terminologie. C'est vrai, quand on parle de modernisation de l'administration, on se fait des idées. Exactement. Souvent même, on ne se fait pas du tout d'idées. Pas du tout. Mais il faut comprendre la modernisation de l'administration comme un processus global qui consiste pour un État, en l'occurrence ici l'État du Côte d'Ivoire, à rendre son administration performante et efficace. Bien sûr que cela se fait en tenant compte des approches et des techniques innovantes qui sont aujourd'hui à notre disposition, telles que l'informatique, telles que le digital, mais n'oublions jamais que c'est un processus qui permet de réduire les coûts de production au niveau de l'administration. Alors concrètement, oui. pardon Edith, d'un mot, quelles sont vos missions? Nos missions consistent, en tant que structure, en tant que ministère transversal, à faire en sorte de mettre à la disposition de toute l'administration publique tous les outils et toutes les technicités en matière de modernisation de l'administration. Les missions consistent également à recueillir toutes sortes d'informations au niveau de toute l'administration publique et faire en sorte que cela soit mis à la disposition de l'administration, mis à la disposition également des citoyens. In fine, l'objectif est de faciliter la vie du citoyen ivoirien. Alors vous avez en charge ce ministère, donc le ministère de la modernisation de l'administration depuis le 6 avril 2021. Quel est l'état des lieux que vous pouvez nous faire au niveau de cette modernisation de notre administration? À l'heure actuelle.
à l'heure actuelle? Oui. Où en sommes-nous? Je crois qu'il faut noter, dès le départ, que les Ivoiriens ont une idée de cette administration en termes de modernisation. Ça, nous l'avons nous-mêmes constaté. Nous devons faire en sorte aussi que la vision des Ivoiriens soit véritablement en phase avec ce qui existe réellement. Mais l'état des lieux, c'est que nous avons encore des efforts à faire. L'état des lieux, c'est regarder à l'international ce qui se fait de mieux. L'état des lieux, c'est comprendre comment nous sommes jugés. À ce niveau, il n'y a même pas 2 mois, j'ai vu l'état annuel de l'agence Ecofin, qui est une agence spécialisée dans la production d'outils, la production de paramètres concernant l'économie africaine. Et j'ai vu que la Côte d'Ivoire occupe Le 19e, le 19e rang sur 53. sur 53 États africains. Est-ce que c'est mauvais? Non, mais nous aspirons à faire partie. Et quels sont les points d'amélioration que notre administration doit pouvoir faire pour arriver à un niveau de modernisation qui nous permettrait peut-être de monter dans ce classement? Quels sont les points d'amélioration? Déjà, si vous avez remarqué, tous ces pays qui ont le niveau élevé sont des pays stables. Sont des pays stables. C'est-à-dire modernisation de l'administration va également avec stabilité, va également de pair avec stabilité, bonne gouvernance. Donc déjà à ce niveau-là, il faut reconnaître que la vision du président de la République en ce qui concerne la modernisation de l'administration, si vous avez remarqué déjà depuis 2011, il y a eu la création du ministère de la fonction publique, mais également, si vous avez remarqué, on a ajouté de la réforme administrative. Nous sommes partis de là. La réforme administrative. En 2017, nous sommes arrivés maintenant à la modernisation de l'administration. Alors justement, monsieur le docteur... Parce que la réforme, c'est sur une période bien donnée. Par la suite, quand les réformes sont plus ou moins achevées, nous continuons avec la modernisation, mais ça, c'est une activité pérenne. Alors, de façon très, très concrète, hein, pour nos téléspectateurs qui nous regardent, tout le monde n'a peut-être pas la chance de comprendre les termes techniques que vous proposez. De façon très concrète aujourd'hui, quand on parle de modernisation de l'administration, on va dire aujourd'hui, quand on va dans un ministère ou peut-être quand on va à la justice, le temps peut-être qu'on prenait pour faire un rang, pour avoir des papiers, est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Comment on peut expliquer ça aux citoyens lambda, comme dit Élisée Soubou? Je vais compléter. Est-ce qu'on peut comprendre par modernisation que désormais, on trouve les ressources humaines qui correspondent à notre époque, les ressources techniques, ainsi que le système de fonctionnement, l'organisation de l'administration. C'est tout cela qui fait qu'aujourd'hui, on peut parler de la modernisation, parce que les pays qui sont en tête de l'île Maurice, les Seychelles et l'Afrique du Sud sont connus pour être des pays très digitalisés, où la plupart des actes administratifs sont dématérialisés. Est-ce que c'est l'objectif que la Côte d'Ivoire se fixe aujourd'hui en ayant plus de souplesse et moins de bureaucratie? Oui, évidemment. Ça s'appelle un tiers groupé ici. Oui, mais bon, je suis totalement vraiment en phase avec vous parce que je me rends compte que ce sont les mêmes préoccupations de tous les Ivoiriens. J'ai la chance même d'avoir seulement 4 personnes ici. Sinon, c'est toute la Côte d'Ivoire qui a des questions à poser. Mais retenons que, en ce qui concerne les compétences, vous en avez parlé, Dieu merci, la Côte d'Ivoire a les compétences, au niveau du privé comme au niveau du public. Donc nous avons ces compétences tout à l'heure. Ce qu'il faut créer, c'est faire en sorte que le secteur privé et le secteur public se rencontrent très souvent pour que nous puissions bénéficier des expériences à partager. Mais j'ai l'habitude de dire aussi qu'en ce qui concerne la modernisation, la digitalisation et même la dématérialisation de nos process, ce ne sont pas les paradigmes qu'il faut changer. À ce niveau, je vais vous surprendre, mais ce sont des paradigmes qui vont nous changer. C'est-à-dire quoi? On se retrouve aujourd'hui avec des situations qui nous obligent à changer de comportement. Je prends le cas de la Covid. La Covid aujourd'hui nous oblige à changer notre manière de travailler, à changer notre manière de fonctionner ensemble, de vivre ensemble. Sinon, c'est la catastrophe. Donc, on se retrouve parfois avec ces difficultés, mais qui, à la longue, nous amènent à aller vers une digitalisation plus accrue. Il n'y a pas que cela. Aujourd'hui, vous avez le système mobile money. Moi, je me rappelle très bien quand j'étais encore à l'enseignement supérieur, quand nous avons lancé
j'étais chargé de l'orientation, quand nous avons lancé pour la première fois en Côte d'Ivoire un process qui consistait pour n'importe quel bachelier à rester chez lui à la maison et à s'inscrire et choisir l'université, la grande école qu'il voudrait comme structure d'accueil pour l'enseignement supérieur. Mais je vous avoue qu'à cette époque déjà, c'était un tollé. Oui, parce qu'on n'avait pas encore vu cela. Quand ça commençait, il y avait des difficultés. Ce sont ces jeunes qui avaient... Il y en a toujours. Hein. On en ce sont ces jeunes qui avaient... Ce sont les jeunes qui avaient les cyber qui recevaient ces personnes et qui les aidaient. Vous voyez un peu. Mais par la suite, il a fallu également effectuer des paiements en ligne. Nous nous sommes adressés à l'époque à 3 opérateurs qui avaient plus ou moins le marché. Et ces 2 opérateurs qui ont pu avoir la solution. Et voilà comment nous avons lancé en 2011. Et c'est plus tard, en 2013, que pour la première fois, une loi a permis ces paiements électroniques, ces paiements en ligne. Vous voyez un peu, quand je disais tout à l'heure qu'à ce niveau-là, les paradigmes peuvent nous changer, c'est-à-dire que notre comportement est aujourd'hui changé, bousculé. Nos habitudes sont bousculées parce qu'on est dans un environnement qui nous agresse et qui agit sur nous. Et cet environnement fait en sorte que nous sommes obligés de suivre l'aide du temps. Parce qu'ailleurs, il y a des pratiques qui marchent très bien. En ce qui concerne les compétences, pour revenir à ce que vous avez dit, nous avons les compétences. Nous avons les compétences. Ce qu'il nous faut faire aujourd'hui au niveau de notre administration, c'est faire en sorte de communiquer et de faire la promotion de la modernisation et de la digitalisation. D'accord. Monsieur le ministre, il est indéniable au regard de tout ce que vous êtes en train de développer qu'il est important qu'on aille à la modernisation de la fonction publique. Moi, je voudrais aujourd'hui être pragmatique. Aujourd'hui, quels sont vos acquis? Depuis qu'on a fait la réforme en 2011, après en 2017, la création de ce ministère, parce que on est sans ignorer que créer un ministère, c'est des poches de dépenses pour le budget de l'État. Donc, ça veut dire que l'État décide de dépenser pour avoir des résultats. Aujourd'hui, quel est le bilan de ces réformes que vous avez mis en place? Qu'est-ce qu'on a gagné en termes d'impact financier qui permet aujourd'hui de justifier encore que ce ministère puisse exister? D'accord. Je vous remercie et je vais vous amener à comprendre que les acquis sont énormes. Retenons seulement 2 ou 3 acquis. Vous avez sûrement entendu parler de SIGFAE. Ouais, le fichier. Le système de gestion des fonctionnaires et agents de l'État. C'est une solution digitalisée qui fait qu'aujourd'hui, nous avons, à travers un programme, toute la situation de tous les fonctionnaires de la Côte d'Ivoire. Auparavant, nous avions des fonctionnaires fictifs. Nous avions des fonctionnaires qui émergeaient au niveau de la fonction publique, mais qui étaient dans le privé. Et c'était des pertes à hauteur de 42 milliards par an. Cette digitalisation, ce programme, ce SIGFAE, a permis de mettre fin à cela. Donc aujourd'hui, nous avons un gain de 42 milliards. 42 vous êtes en train de nous dire ça. Okay. 42 milliards. Okay. Vous grâce avez au SIGFAE. au niveau, oui, grâce au SIGFAE. Vous avez au niveau de la fonction publique l'organisation des concours. Auparavant, épineux problème. Il fallait venir faire des rangs, rien que pour des paiements à une caisse. Aujourd'hui, vous restez partout en Côte d'Ivoire, vous vous inscrivez, vous faites les paiements en ligne et par la suite, vous venez vous composer. Même les compositions, avant les compositions, même les cours, nous avons fait en sorte qu'un individu puisse rester chez lui et puis recevoir ses cours, suivre sa formation et aller composer. Et pour les compositions, vous avez entendu parler aussi des compositions assistées par ordinateur. Aujourd'hui, vous restez devant un ordinateur, vous arrivez à composer et on a vos notes. Ça, c'est concernant l'organisation des concours. Mais aujourd'hui, vous avez sûrement aussi entendu parler des dispositifs d'accueil au niveau de la fonction publique que nous sommes en train d'étendre à toute l'administration publique. Parce que c'est ce qu'on nous reproche souvent. Quand l'usager client arrive, il n'a pas toujours l'impression qu'il est bien reçu. Aujourd'hui, on fait en sorte, parce que l'accueil, ce n'est pas seulement rencontrer la personne, c'est tous les circuits, lorsque la personne arrive dans l'administration, jusqu'à ce qu'elle reparte, c'est tout ce circuit-là que nous sommes en train d'améliorer et faire en sorte que cela puisse s'étendre à toutes les administrations de la Côte d'Ivoire. Les gains sont énormes. Je peux encore vous donner
Oui, justement, mais je vais vous poser une question qui va peut-être vous permettre d'éviter de nous faire une très longue liste. Monsieur le ministre, tous les Ivoiriens ne passent pas des concours, tous les Ivoiriens ne sont pas fonctionnaires, tous les Ivoiriens ne vont pas toujours faire le... Une chose est sûre, tous les Ivoiriens ont besoin souvent de faire des papiers. Et ça, c'est l'une des préoccupations. On a vraiment besoin de modernisation. Parce que quelqu'un qui est à Tengrela, qui a besoin de faire son extrait de date de naissance, souvent il faut qu'il se déplace. Quand il est à Abidjan, pour aller à l'État, je peux vous assurer que j'ai certains documents à la justice que j'ai dû être obligé d'établir. Il fallait que je m'y rende. On allait chercher dans un gros cahier, encore une fois, le numéro de mon dossier. Est-ce qu'à ce niveau-là, il y a des choses qui sont prévues, monsieur le ministre? Brice, tu n'as pas besoin de te déplacer. Vous avez la maison du citoyen. Un partenariat entre la fonction publique et la poste. Vous êtes chez vous à la maison, vous demandez ces pièces dont vous parlez, la poste se charge, parce que le partenariat fait que la poste se charge de la gestion de la logistique. Et vous pouvez avoir... Via quel site web? Via un site web. Le nom du site web? Oui, vous avez... la poste.ci. Oui, la poste.ci. Vous avez également... Document.ci. On appelle ça portail service public.gouv. Okay, voilà. À partir de là, vous pouvez avoir accès à la maison du citoyen et puis vous faites votre demande tranquillement. Et on se fait livrer nos documents à la maison? Oui, non, pas à la maison. Voilà. Vous allez faire un petit effort, aller à la poste. Un peu plus tard. Oui, mais en même temps, dites, Madame Bro, vous le dites, hein, je pense que ce sont des services que nous devons améliorer. Parce qu'autour de nous, il y a des pays qui font mieux. Et si nous pouvons aller jusqu'à ce qu'on vous livre le document à la maison, je pense qu'on aura facilité la vie des Ivoiriens. Ça aussi, c'est possible. Alors, tout à l'heure, dans vos propos liminaires, vous disiez que vous avez une mission transversale. Cela suppose que vous travaillez avec d'autres ministères, notamment économie numérique, et peut-être le ministère de l'Intérieur. Je voulais évoquer une situation qui devient insupportable, et je pèse mes mots. Pour créer une association en Côte d'Ivoire, loi 1960, les initiateurs déposent des dossiers et parfois il faut attendre 2-3 ans avant d'obtenir les documents de récépissé. Ouais. Est-ce que l'État envisage de mettre fin à ce calvaire? Le secteur associatif aujourd'hui, ce sont des dizaines de milliers d'emplois dans le secteur social, dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'éducation, dans le secteur du sport, etc. Créer une association aujourd'hui, c'est devenu un véritable chemin de croix en Côte d'Ivoire. Alors, moderniser l'administration, il faudrait peut-être songer, enfin, à laisser travailler librement ceux qui veulent travailler, aider la société à travers le bénévolat dans le secteur associatif. Est-ce que là, votre ministère va prendre une initiative pour mettre fin à ce calvaire? Pour ne plus qu'on ait aller à la DST pour entendre les présidents d'associations. Mais attendez, on est à quelle époque? Non, ça ne se fait plus. Je note non, mais franchement, la préoccupation est pertinente. Mais vous avez remarqué aussi qu'il y a des acquis à d'autres niveaux. Hein. Vous prenez par exemple le CPC. Oui, je sais, mais je parle des associations. Vous voyez le CPC, vous vous rendez compte aujourd'hui que c'était un guichet unique. C'était une préoccupation pour tous les investisseurs. Exactement. Oui, et ça, c'était pris en compte aussi au niveau des indices en ce qui concerne le doing business. Vous voyez, aujourd'hui, en l'espace de 3 jours, 4 jours, 5 jours, vous avez créé votre entreprise. Mais monsieur le ministre, justement, est-ce que j'aimerais en être de même pour les associations? Ce que nous devons faire également pour les associations. Notons que, en ce qui concerne le projet e-démarche administration, e-démarche administrative, nous nous sommes retrouvés avec 66 procédures que nous sommes en train de dématérialiser. Vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes une structure, un ministère transversal. On doit faire en sorte que nos différentes administrations ne puissent plus fonctionner en silo. Nous devons partager les informations, faire en sorte qu'il y ait une congruence d'action en ce qui concerne la modernisation de l'administration. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Je note ce que vous venez de dire et je me ferai fort de faire en sorte que, en ce qui concerne les process que nous avons retenus pour l'instant, qui sont au nombre de 66, qui sont en train d'être dématérialisés, je vais noter que la création des associations devra être prise en compte à ce niveau. Kwasi est notre invité pour notre live talk ce soir. On marque une courte pause et on le retrouve juste derrière une pause.
Nous sommes de retour sur le plateau du Live Talk et notre invité ce soir est le ministre Brice Kouassi. Madame Blanc, vous avez une question. On va tout de suite vous permettre de la poser parce que vous y teniez. Oui, effectivement, c'est vrai qu'on parle de digitalisation et je crois que c'est un thème qui me parle particulièrement. Mais qui parle de digitalisation parle également de protection des données et de sécurisation. Sachant qu'on est régulièrement, que ce soit au niveau des services, des entreprises privées et publiques, on est souvent l'objet d'attaques de cybercriminels. Est-ce qu'à ce niveau, vos services sont suffisamment outillés pour lutter contre ces attaques et pour protéger les données des utilisateurs? Parce que c'est un nombre important de données à sécuriser. La tâche n'est pas mince. Je dis souvent que vous avez l'impression que quand c'est manuel, c'est plus sécurisé. C'est une erreur. C'est une erreur. Effectivement, la préoccupation est réelle. Aujourd'hui, les données dont nous vous parlons, les données qui sont digitalisées, sont totalement sécurisées. Ça va de pair. Vous ne pouvez pas créer le SIGFAE et puis ne pas créer en arrière-plan tout ce qui permet de sécuriser le système. On est toujours attaqué. Vous travaillez régulièrement avec des services, des entreprises qui ont l'expertise pour protéger ces données? Bien sûr. Je ne peux pas citer les entreprises du privé, mais au niveau des entreprises parapubliques et publiques, vous avez l'ANSUT et la SNDI. Je vous ai dit tout à l'heure, nous avons toutes les compétences ici en Côte d'Ivoire. Ce que j'ai déploré, et c'est pour cela que dès qu'on m'avait proposé l'idée de cette émission, vous avez remarqué que j'ai sauté rapidement sur l'occasion. Nous avons besoin de faire la promotion de tous ces livrables que nous mettons à la disposition des Ivoiriens. Et pour faciliter la vie des Ivoiriens, il faut qu'ils sachent véritablement comment nous avons travaillé, qu'est-ce que nous mettons à leur disposition. C'est surtout ça. Et parce que tout à l'heure, on parlait sur le plateau du fait qu'il existe la possibilité de ne plus se déplacer, mais ça veut besoin d'être vulgarisé. Sur cette question, je veux rebondir pour dire au ministre, tout à l'heure, quand il expliquait, il a pris un exemple, l'exemple du CPC, et ça me permet de rebondir sur une question. De façon générale, dans l'opinion des citoyens, la plupart du temps, on a l'impression, peut-être que c'est à tort ou à raison, mais que des faveurs sont beaucoup faites en regardant plus l'extérieur. Je m'explique. Quand aujourd'hui, on fait toutes ces réformes au niveau du CPC, le grand taux de bénéficiaires, vraiment selon les informations en notre possession, ne sont pas forcément les citoyens nationaux, le grand taux de bénéficiaires. Donc on a l'impression aujourd'hui que beaucoup d'efforts sont faits en faveur des citoyens, bon, je ne dirais pas des citoyens, mais en faveur de l'extérieur, contrairement aux nationaux. Je prends un exemple précis. Moi, j'ai mon jeune frère qui est professeur au lycée d'Odiéné, mais qui est obligé de quitter le lycée d'Odiéné pour venir faire des papiers au ministère de l'Éducation à Abidjan. Parce qu'on requiert absolument sa présence. Il fait des voyages de nuit. On imagine tous les risques que cela encourt, probablement avec des accidents et autres, tout ça. Et il n'a que 2 jours souvent de permission. Il est obligé de voyager la nuit, espérer que ce pourquoi il arrive à Abidjan se fasse au cours de la journée et qu'il puisse reprendre le cas la nuit pour espérer être au dîner le lendemain matin et aller au cours. Donc c'est beaucoup de contraintes. Et ça, c'est des milliers de fonctionnaires qui sont confrontés à cette situation par jour. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est prévu pour qu'on arrête à mettre la vie, je dirais, des fonctionnaires de ces ressources humaines en danger? Oui, je suis parfaitement d'accord avec vous, parce que ces reproches nous sont faits régulièrement. Mais je vous avoue que le président de la République nous a tous instruits, fait en sorte que les usagers, les fonctionnaires, en ce qui nous concerne, ne soient pas obligés de nous demander des documents que nous pouvons mettre à leur disposition très facilement. Et ça, à ce niveau-là, je tiens à vous rassurer que c'est vrai qu'il reste beaucoup à faire, mais on pourra répondre à ces préoccupations-là assez rapidement. Faire en sorte qu'on ne soit pas obligé de se déplacer jusqu'à Abidjan pour pouvoir avoir de la documentation. De la documentation même qu'on peut vous permettre d'avoir étant chez vous. Je l'ai souvent dit, la fonction publique aujourd'hui, c'est autour de 242 000 fonctionnaires. Donc on dira 250 000 avec les mutations et avec les entrées qui auront lieu cette année. Mais je vous avoue que nous sommes aussi, au niveau de la population ivoirienne, plus de 25 millions. Donc vous voyez, c'est 1% de la population, mais 1% de la population dont les actions impactent les 25 millions, l'ensemble des 25 millions. Donc autant on va travailler pour
l'administration publique, autant nous allons travailler pour les fonctionnaires. Nous serons obligés également de travailler pour tous les Ivoiriens, pour l'ensemble des Ivoiriens. Vu qu'on Je vous pense a, que c'est à ce niveau-là qu'on pourra atteindre les résultats et puis donner satisfaction aux Ivoiriens. Vu qu'on vous a sur le plateau, monsieur le ministre, préoccupation des internautes, c'est le dépôt physique des dossiers pour les concours. C'est toujours manuel, il faut que ça se fasse de façon physique tous les jours, ou il y a une possibilité de l'avoir en version digitalisée? Oui, à ce niveau, je tiens à vous dire que nous avons voulu garder ce mode-là parce que le dossier, quand vous le produisez, c'est pour toute votre vie. C'est pour toute votre vie. Quand vous êtes admis, ce dossier sert, parce qu'il y a un contrôle physique qu'il faut faire, ce dossier sert pour qu'on puisse éditer ce que nous appelons le communiqué d'admission. Et par la suite, le ministre signera ce qu'on appelle l'arrêté d'admission. Et vous allez, par exemple, au contrôle financier, et ainsi de suite, pour une autre prise en charge. Et c'est après tous ces éléments-là. Mais ça, c'est les dossiers physiques qu'il faut avoir. Après, c'est vrai que nous numérisons tout cela, nous gardons, parce que les archives sont numérisées. Mais nous avons besoin de la preuve, effectivement, que vous avez un certificat de nationalité ivoirienne, que vous avez un extrait d'acte de naissance, que vous avez un diplôme. Parce que le diplôme, on vous demande physiquement, parce que par la suite, nous faisons une recherche pour savoir si c'est effectivement cette université, c'est effectivement cette école qui vous a délivré ce diplôme-là. Donc c'est vrai qu'il y a la digitalisation, mais nous gardons toujours ce dossier physique-là parce que ça sert de preuve tangible. Et nous numérisons par la suite. Et c'est un dossier qui vous suit jusqu'à la retraite. Alain Toussaint. Bon, je voulais poser une question qui n'a rien à voir avec l'administration, la modernisation. Que Madame Bleu, Edith, voilà, pour conclure le chapitre. Je vais parler de Miliais. Je pense que j'espère que je prononce bien, monsieur le ministre. Oui, Miliais, donc le portail du citoyen. Vous pouvez nous en dire plus, qu'est-ce que c'est et vous en profitez pour nous donner l'ensemble des projets que vous entendez présenter. Mais en nous attendant particulièrement sur Miliais. Oui, vous avez l'Observatoire du service public, qui s'appelle OSEP. Et le portail, pour vous adresser à l'administration à ce niveau-là, c'est ce portail qui s'appelle Miliais. Miliais, c'est typiquement ivoirien, c'est baoulé, c'est ma chose. C'est ma propriété. Ma propriété. C'est pour que tous les Ivoiriens s'approprient, tous les fonctionnaires s'approprient effectivement, disons, les paradigmes de Miliais, de l'Observatoire du service public. C'est l'œil de tous les concitoyens sur notre administration. On peut porter plainte ou... Tout. Porter plainte, même dire que vous êtes satisfaite de votre administration. Oui, parce que vous pouvez toujours porter plainte. Oui, parce qu'on a vraiment reçu beaucoup de félicitations en ce qui concerne les innovations qui ont cours actuellement au niveau du ministère des Transports et au niveau du ministère de la Construction. Et je crois qu'on a reçu beaucoup de satisfaction. Et quel est le ministère dont les usagers se plaignent le plus du service? Non, se plaindre, ne recevez pas, ne parlez pas de plaintes. Disons qu'ils suscitent de plus de commentaires. De commentaires, disons ça comme ça. D'appréciation de commentaires. Non, parce que par moment, ils ont appelé, ils ont écrit pour apprécier. Voilà. Même, non, les plaintes sont très souvent au-dessus des appréciations. Ça, il faut le confesser. Il faut le confesser. Merci pour ton étude, monsieur le ministre. Tous les 3 mois, l'OSEP fait un point de ce que les Ivoiriens pensent de notre administration. Sur les 6 derniers mois, depuis janvier, les 6 derniers mois, c'est le ministère de l'Intérieur qui était souvent interpellé. Non, pas incriminé. Interpellé. Bon, interpellé. Souvent, on va dire interpellé, plus policier. Souvent, il y a des choses qui sont appréciées, mais nous mettons tout cela dans le lot des informations que nous recevons. Et vous avez terminé, avant de passer la parole. Vous avez parlé aussi des projets. Des projets, des innovations. Il y a un projet qui nous tient vraiment à cœur parce qu'il est dans sa phase expérimentale actuellement, mais on peut en parler. Oui. On peut en parler parce qu'on s'est rendu compte que au fur et à mesure, on se retrouvait avec un nombre très important de dossiers à traiter, à signer. Aujourd'hui, si vous avez remarqué, je dis souvent que quand j'arrivais à la fonction publique, les concours administratifs, c'était exactement 24 832 candidats. 24 832 candidats déjà en 2014. Mais aujourd'hui, nous sommes à 115 000. Wow. Par la suite, il faut que le ministre signe des communiqués d'admission, signe des arrêtés d'admission. Je vous avoue que ça devient intenable. Donc vous êtes passé à la signature électronique. Passer à la signature électronique.
Nous sommes en train de l'expérimenter au niveau de la fonction publique et après, essayer de l'étendre à toute l'administration. Ce serait l'idéal. D'accord. Alors, rapidement, est-ce que vous expérimentez la paix à Didier V avec le président Ousou-Jano? La paix est revenue désormais? Puisque vous êtes fendu d'un communiqué début septembre qui a provoqué, semble-t-il, l'ire du président de la République, qui a valu un rappel à l'ordre à tous les ministres en Conseil des ministres. Est-ce qu'aujourd'hui, à Didier V, vous faites la paix avec le président Ousou-Jano? Nous avons fini avec la modernisation. Il y avait tellement de choses à dire. Mais vous reviendrez en seconde mi-temps, prochainement. Sachez que tout va très bien, Très bien. entre le président du Sénat, le président Ousou-Jano et son jeune frère que je suis, Kwasi Brice, maire de la commune de Didier V. Vous lui avez présenté vos excuses après votre lettre ouverte qui était, Tout va très bien. On retient tout va On va bien. retenir tout Même va très bien. hier, nous étions déjà en communication. Ah, c'est formidable. Voilà, tout va très bien. Ok, Dieu merci. Merci. Le dialogue. L'appel est brave, on sait se retrouver. On s'est Il tous faut féliciter très bien le compris. ministre et le président Tout du va Sénat. très bien. Vous l'avez dit, Dieu merci. monsieur le Merci. ministre Brice Kwasi, il y a beaucoup de questions, beaucoup de préoccupations des Ivoiriens. C'est vrai que même 5 heures d'émission n'auraient pas suffi. On aura certainement l'occasion de vous avoir sur notre plateau pour des questions spécifiques, pour des sujets que nous requiert l'actualité. En tout cas, on voulait vous remercier pour votre participation à cette émission. Je prends un risque. Si en 30 secondes devant les Ivoiriens, vous avez un message particulier, on vous permet de le partager aux Ivoiriens. Sinon, merci d'être passé. Merci. Je voudrais signifier aux Ivoiriens que, effectivement, l'État du Côte d'Ivoire travaille pour eux. Et notre chance, aujourd'hui, en ce qui concerne le domaine qui est le nôtre, la vision du président de la République est de faire en sorte que nous ayons une administration performante et efficace. Cela est vraiment décliné et c'est ce que le président de la République nous instruit au quotidien de suivre comme consigne. Et le Premier ministre est également à la tâche avec l'ensemble du gouvernement pour que nous puissions atteindre ces objectifs de performance. Je vous avoue que ce n'est pas toujours que les Ivoiriens sont satisfaits de leur administration, mais nous travaillons pour eux et nous allons faire en sorte que les jours à venir, les mois à venir, les années à venir, on puisse être un pays cité en exemple au niveau de toute l'Afrique et même dans le monde en ce qui concerne la modernisation de l'administration, la modernisation de ces process, la modernisation de notre administration à travers une efficacité accrue. Merci, Dr Brice Kwasi. Je rappelle, vous êtes secrétaire d'État chargé de la modernisation de l'administration. Vous êtes notre invité ce soir dans le talk. Toutes les équipes techniques et éditoriales se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne fin de programme sur Live TV. Nous, on vous retrouve demain sur ce même plateau. Non, vous retrouvez Alain Toussaint et André Bois pour Face à la Nation, c'est cela? Face à la Côte d'Ivoire. Et l'invité sera le docteur Mabri Touakeuse, président de l'UDPCI. Très bien. À 20h15. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. À demain.